Mes parents ont apporté un camion de déménagement pour aider à déménager dans un studio. Pendant ce temps, les meubles pour bébé de ma sœur enceinte étaient en train d'être livrés à mon adresse. J'ai alors appelé la police. Mon nom est Sophie Mercier. J'ai 32 ans et je n'aurais jamais pensé devoir appeler la police pour mes propres parents. Il y a 3 ans, j'ai acheté la maison de mes rêves après des années de travail acharné et en économisant chaque centime. Ma relation avec mes parents a toujours été tendue, surtout parce qu'ils favorisaient clairement ma sœur cadette Élodie. Mais rien n'aurait pu me préparer au jour où ils se sont présentés à ma porte avec un camion de déménagement, prêt à emballer ma vie sans mon consentement. Si vous vous êtes déjà senti trahi par les personnes censées vous aimer inconditionnellement, cette histoire pourrait résonner en vous. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et si vous avez déjà eu affaire à une trahison familiale, cliquez sur le bouton d'abonnement alors que nous plongeons dans la façon dont ma famille a essayé de voler ma maison. En grandissant en banlieue parisienne, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre d'Élodie. Mes parents, Blandine et Grégoire Mercier, n'ont jamais cherché à cacher que ma sœur était leur enfant préféré. Élodie a 5 ans de moins que moi, et dès sa naissance, il était clair qu'elle était l'enfant modèle tandis que j'étais juste là. Notre maison d'enfance était assez confortable. Mon père travaillait comme comptable dans un cabinet local, et ma mère était institutrice. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions certainement pas non plus en difficulté. Nous avions une modeste maison de 4 chambres dans un quartier correct avec de bonnes écoles. Mes parents auraient pu nous traiter également s'ils l'avaient voulu, mais ils ne l'ont pas fait. Je me souviens encore de mon 10e anniversaire où j'ai reçu un vélo d'occasion que mon père avait réparé pour moi. La peinture s'écaillait et la selle était usée, mais j'étais néanmoins reconnaissante. 5 ans plus tard, quand Élodie a eu 10 ans, elle a eu un vélo flambant neuf avec tous les accessoires. Quand j'ai mentionné la disparité, ma mère a simplement dit « Élodie a toujours été plus sensible que toi. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Et je comprenais bien trop bien. Je comprenais que mes sentiments n'importaient pas autant que les siens. Le lycée n'a pas été différent. Quand je voulais participer à un programme scientifique d'été qui aurait bonne allure sur mes demandes d'admission à l'université, j'ai dû travailler le soir et le week-end à l'épicerie locale pour le payer moi-même. Mais quand Élodie voulait aller au camp de Pom-Pom Girls, mes parents n'ont pas hésité à faire un chèque. Ta sœur a besoin de ces expériences pour renforcer sa confiance, m'a expliqué mon père, tu as toujours été si indépendante, et je suis donc devenue encore plus indépendante par nécessité. J'ai beaucoup étudié et postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver. J'étais déterminé à tracer mon propre chemin sans leur aide, puisqu'elle ne venait clairement pas de toute façon. En dernière année, j'ai été accepté dans plusieurs bonnes universités, mais j'ai choisi une grande université parisienne parce qu'elle m'offrait une bourse au mérite substantiel. Même avec cela, j'ai quand même dû contracter des prêts et travailler à temps partiel pour couvrir mes dépenses. Pendant ce temps, mes parents ont entièrement financé l'éducation d'Élodie dans une université privée d'arts libéraux. Elle a changé de majeur 3 fois et a mis 5 ans pour obtenir un diplôme en communication. J'ai travaillé pendant les étés et obtenu mon diplôme en 3 ans et demi avec un diplôme en commerce et marketing, terminant avec mention malgré mon emploi du temps de travail chargé. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de premier échelon dans un cabinet de marketing à Paris. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était un pied dans la porte. J'ai partagé un appartement exigu avec 2 colocataires et fait de longues heures au travail. Chaque promotion que j'ai obtenue a été le résultat de mon dévouement et de ma persévérance. En 5 ans, j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir directrice marketing senior et 3 ans après cela, je suis devenue la plus jeune directrice marketing de l'histoire de l'entreprise. Pendant toutes ces années, j'ai continué à épargner. J'ai vécu en dessous de mes moyens, investi judicieusement et regardé mon compte bancaire augmenter. J'avais un objectif clair, un chez moi à moi que personne ne pourrait me prendre, une maison qui représentait tout mon travail acharné et mon sacrifice. Quand j'ai eu 29 ans, j'ai finalement eu assez pour un acompte sur une belle maison de 3 chambres dans un quartier chic juste à l'extérieur de Paris. Elle avait une petite cour arrière, des parquets et de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Le jour où j'ai reçu les clés, je me suis tenu seul dans le salon vide et j'ai pleuré des larmes de joie et de fierté. C'était à moi. Tout à moi. J'ai invité mes parents et Élodie à ma pendaison de crémaillère. Bien sûr, ils sont venus, ont regardé autour avec des expressions légèrement impressionnées, et ma mère a dit « C'est joli, mais n'est-ce pas un peu grand pour une seule personne ?» C'était leur façon de reconnaître mon accomplissement. Pas de félicitations, pas d'expression de fierté,
juste une critique subtile déguisée en question. Élodie avait rencontré Sébastien Moreau pendant sa dernière année d'université. Il venait d'une famille riche et travaillait dans le cabinet d'investissement de son père. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie extravagante à laquelle mes parents ont généreusement contribué malgré le fait qu'ils affirmaient ne pas pouvoir beaucoup aider avec mes dépenses universitaires quelques années plus tôt. J'ai servi comme demoiselle d'honneur, souri pour les photos et essayé d'être heureuse pour ma sœur malgré l'évident double standard. Pendant les années suivantes, je me suis concentré sur ma carrière et à faire en sorte que ma maison me semble vraiment un chez-moi. J'ai rénové la cuisine, peint chaque pièce et soigneusement choisi les meubles qui reflétaient mes goûts et ma personnalité. Une chambre est devenue mon bureau à domicile, et j'ai utilisé la 3e chambre pour les invités, bien que j'en ai rarement eu pour la nuit. Ma maison était mon sanctuaire, l'endroit où je pouvais enfin être libre de la comparaison constante avec ma sœur parfaite. Puis, il y a 2 mois, tout a changé. Ma mère a appelé pour m'inviter au dîner du dimanche, ce qui était inhabituel car nos réunions de famille étaient généralement limitées aux grandes fêtes. Quand je suis arrivé, Élodie et Sébastien étaient déjà là, rayonnant tous deux d'excitation. Avant même que la salade ne soit servie, ils ont fait leur annonce. Élodie était enceinte de leur premier enfant. Mes parents étaient extatiques. Ma mère a pleuré des larmes de joie. Mon père a ouvert une bouteille de champagne cher, du cidre pétillant pour Élodie, et tout le dîner est devenu une célébration du petit enfant imminent. J'ai offert mes félicitations et essayé de partager leur joie. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment ma récente promotion au travail, que j'avais mentionnée plus tôt, a été complètement oubliée dans l'excitation de la nouvelle d'Élodie. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cette annonce de grossesse allait déclencher une série d'événements qui mettraient à l'épreuve mes limites, ma patience et, finalement, ma relation avec toute ma famille. Environ une semaine après le dîner d'annonce de grossesse, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. « Sophie, combien de chambres as-tu dans cette maison à nouveau ?» a-t-il demandé avec désinvolture. « 3, ai-je répondu, sans trop y penser. « Ma chambre, mon bureau et une chambre d'amis. »« Pourquoi demandes-tu ?»« Oh, je me demandais juste, » a-t-il dit vaguement. « Ta mère et moi parlions de l'espace que tu as rien que pour toi. » Ce commentaire m'a semblé étrange, mais j'ai balayé ça. Je ne savais pas alors que c'était le premier indice de ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé pour m'informer que Sébastien avait été licencié de son poste au cabinet d'investissement de son père. Apparemment, l'entreprise réduisait ses effectifs en raison de difficultés financières, et même les membres de la famille n'ont pas été épargnés par les coupes. C'était une nouvelle surprenante, considérant que Sébastien donnait toujours l'impression que son poste était sûr et que l'entreprise était florissante. C'est un si mauvais timing avec le bébé qui arrive, s'est lamentée ma mère. Ils sont vraiment inquiets de leur situation financière. J'ai exprimé ma sympathie mais j'ai noté que Sébastien venait d'une famille riche et qu'Élodie travaillait comme gestionnaire de médias sociaux pour une agence de marketing de boutique depuis quelques années. Ils n'étaient sûrement pas démunis. Eh bien, a dit ma mère, baissant la voix comme si elle partageait un secret. Ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis un moment maintenant. Leur appartement de luxe coûte une fortune en loyer et ils ont pas mal de dettes de cartes de crédit. C'était une nouvelle pour moi. Élodie et Sébastien avaient toujours projeté une image de réussite financière avec leurs vêtements de marque, leurs vacances fréquentes et leur style de vie extravagant. J'ai ressenti un pincement d'agacement qu'ils aient vécu si extravagamment pendant que j'avais soigneusement économisé et fait des choix responsables, mais j'ai gardé ces pensées pour moi. Les appels concernant la situation d'Élodie sont devenus plus fréquents au cours des semaines suivantes. Chaque conversation semblait inclure une mention de mon espace supplémentaire ou de la chance que j'avais d'avoir autant d'espace. J'ai commencé à suspecter où cela menait, mais j'espérais me tromper. Puis est venue la première suggestion directe, délivrée par mon père lors d'un de ses appels. Tu sais, Sophie, ta sœur et Sébastien ont vraiment du mal à trouver une solution pour leur logement avec le bébé qui arrive. Cette chambre d'amis à toi ferait une parfaite chambre de bébé. J'ai pris une profonde respiration avant de répondre. Papa, es-tu en train de suggérer qu'Élodie et Sébastien emménagent chez moi? Eh bien, ce ne serait que temporaire, a-t-il dit rapidement. Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Ça a du sens, n'est-ce pas? Tu as tout cet espace supplémentaire et ils ont besoin d'aide en ce moment. J'utilise cet espace, ai-je fait remarquer. Ma chambre d'amis est aménagée pour quand des amis viennent et j'ai besoin de mon bureau pour travailler à domicile. Mais tu pourrais reconvertir ton bureau en chambre pour toi et les laisser avoir ta chambre principale, a-t-il suggéré comme si c'était une solution parfaitement raisonnable.
La famille est de la famille, Sophie. J'ai mis fin à cet appel en me sentant perturbé et j'ai appelé ma meilleure amie Claire immédiatement après. Claire et moi étions amies depuis l'université, et elle était l'une des rares personnes qui comprenaient vraiment la dynamique de ma famille. Ils s'attendent vraiment à ce que tu abandonnes ta chambre principale pour ta sœur? Claire était incrédule. Dans ta propre maison que tu as payée toi-même? Apparemment, ai-je soupiré. Et d'après la façon dont mon père parlait, ce ne serait pas non plus un arrangement à court terme. Tu dois mettre fin à ça immédiatement, a conseillé Claire. Sinon, ils vivront avec toi indéfiniment et tu ne récupéreras jamais ton espace. Je savais qu'elle avait raison. Mais la confrontation n'avait jamais été mon fort, surtout avec ma famille. Des années à être la fille compréhensive et indépendante m'avaient conditionné à éviter de faire des vagues. Pourtant, il s'agissait de ma maison dont nous parlions, la maison que j'avais travaillé si dur pour obtenir. La fois suivante où ma mère a appelé avec une autre allusion à peine voilée concernant mon utilisation égoïste de l'espace, j'ai finalement pris la parole. Maman, je dois être claire sur quelque chose. Je suis compatissante envers la situation d'Élodie et Sébastien, mais je ne suis pas à l'aise avec le fait qu'ils emménagent chez moi. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Je vois, a finalement dit ma mère, sa voix froide. Donc, tu n'aideras pas ta propre sœur quand elle est enceinte et dans le besoin. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Je suis heureuse d'aider d'autres façons, mais les faire emménager avec moi n'est pas la bonne solution. Je n'aurais jamais cru que tu serais si égoïste, a-t-elle claqué. Ta sœur le ferait pour toi sans hésiter. La conversation a dégénéré à partir de là, ma mère faisant peser lourdement la culpabilité. Au moment où nous avons raccroché, je me sentais mal, mais toujours déterminé à tenir bon. C'était ma maison, mon sanctuaire, et j'avais tout à fait le droit de maintenir mes limites malgré mon refus clair. Élodie a commencé à passer chez moi plus fréquemment dans les semaines qui ont suivi. Chaque visite comprenait une visite où elle commentait à quel point la chambre d'amis serait parfaite comme chambre de bébé ou à quel point elle aimait la lumière naturelle dans ma chambre principale. C'était comme si mes objections n'avaient jamais été exprimées. Lors d'une visite particulièrement inconfortable, Élodie s'est aventurée dans mon bureau à domicile et a dit « Cette pièce a une si bonne énergie. Je peux tout à fait m'imaginer installer une table allongée juste ici où est ton bureau. » Élodie, ai-je dit fermement, j'ai déjà dit à maman et papa que toi et Sébastien ne pouvaient pas emménager ici. J'ai besoin de mon espace, et c'est ma maison. Elle m'a regardé avec des yeux grands et remplis de larmes, une tactique de manipulation qu'elle avait perfectionnée depuis l'enfance. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Je suis enceinte, Sophie. Tu ne te soucies pas du tout de ta nièce ou de ton neveu. Bien sûr que je m'en soucie, ai-je répondu. Mais ce soucier ne signifie pas que je doive renoncer à ma maison. Elle est partie en colère ce jour-là et j'ai reçu des messages en colère de mes deux parents dans l'heure, m'accusant d'avoir fait pleurer leur fille enceinte. La pression montait, mais je suis resté résolu. Je ne savais pas alors que ma famille n'acceptait pas de non. Ils changeaient juste de tactique. C'était un samedi matin début juin quand tout a atteint son paroxysme. J'avais profité d'un week-end paisible rare, rattrapant de la lecture et prévoyant de faire du jardinage dans ma petite cour arrière plus tard dans la journée. Vers 10 heures, ma sonnette a sonné. J'ai ouvert la porte pour trouver deux livreurs debout sur mon porche à côté d'une grande boîte. Livraison pour Mercier, a annoncé l'un d'eux, consultant son presse-papier. Nous avons un lit de bébé et une table allongée à livrer et à assembler. Je les ai regardés avec confusion. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas commandé de meubles de bébé. Le livreur a vérifié ses papiers à nouveau. C'est bien le 147, rue des Érables, n'est-ce pas? Livraison pour Mercier. Oui, c'est mon adresse et je suis Sophie Mercier, mais je n'ai pas commandé ça. Il m'a tendu le presse-papier et j'ai vu le bon de commande. L'acheteuse était indiquée comme Élodie Moreau, mais l'adresse de livraison était indéniablement la mienne. La prise de conscience m'a frappé comme un seau d'eau froide. Élodie avait commandé des meubles de bébé pour qu'ils soient livrés chez moi sans ma connaissance ni mon consentement. Je suis désolé, mais il y a eu un malentendu, ai-je dit au livreur. Veuillez reprendre ça. Ce n'était pas autorisé. Ils avaient l'air mal à l'aise, mais ont accepté de retourner les articles à leur camion. Pendant qu'ils remettaient le lit de bébé dans le camion, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le numéro du service client de la société de livraison indiqué sur les papiers. Après avoir navigué à travers plusieurs menus automatisés et attendu en ligne,
j'ai finalement atteint une représentante qui a confirmé que la commande avait bien été passée par Elodie Moreau il y a 3 semaines avec des instructions explicites pour la livraison à mon adresse. Mes mains tremblaient alors que je raccrochais. Ce n'était pas une erreur ou un malentendu. C'était une tentative délibérée de me forcer la main. Elodie avait commandé des meubles de bébé chez moi sans me demander, s'attendant clairement qu'une fois livrés, je n'aurais pas d'autre choix que d'accepter la situation. J'ai immédiatement essayé d'appeler Elodie, mais son téléphone allait directement sur la messagerie. Pareil avec mes parents. Aucun d'eux ne répondait, ce qui n'a fait que confirmer ma suspicion que c'était un plan coordonné. Pendant que j'arpentais mon salon, essayant de décider quoi faire ensuite, j'ai reçu un message texte de ma mère. Nous passerons vers midi aujourd'hui. Nous avons quelque chose d'important à discuter. J'ai répondu immédiatement. Saviez-vous qu'Elodie a commandé des meubles de bébé pour qu'ils soient livrés chez moi aujourd'hui? Pas de réponse. À midi, j'étais un paquet de nerfs, alternant entre anxiété et colère. Quand j'ai entendu des véhicules entrer dans mon allée, j'ai regardé par la fenêtre et me suis figé d'incrédulité. Mes parents étaient arrivés dans un camion de déménagement, un grand camion de déménagement commercial. Derrière eux, le SUV de Sébastien est arrivé avec lui et Elodie à l'intérieur. J'ai avancé sur mon Porsche, bras croisés, alors que mes parents sortaient du camion. Que se passe-t-il, ai-je exigé. Ma mère s'est approchée avec un grand sourire artificiel. Surprise. Nous sommes là pour t'aider à déménager. Déménager, ai-je répété, pas sûr d'avoir bien entendu. Déménager où? Eh bien, ton père et moi avons réfléchi, a-t-elle dit, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Comme Elodie et Sébastien ont besoin de plus d'espace avec le bébé qui arrive, et que tu as cette grande maison rien que pour toi, nous t'avons trouvé un joli studio plus près de ton bureau. C'est parfait pour une personne seule comme toi. Je suis resté là, complètement stupéfié. Il ne suggérait plus seulement qu'Elodie et Sébastien emménagent avec moi. Il prévoyait de me faire déménager entièrement de ma propre maison. L'audace était à couper le souffle. Vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je finalement réussi à dire. Ça a parfaitement du sens, a renchéri mon père, ouvrant l'arrière du camion de déménagement pour révéler des piles de cartons vides. L'appartement est meublé, donc tu n'as besoin d'apporter que tes affaires personnelles. Nous t'aiderons à emballer aujourd'hui et à t'installer d'ici ce soir. Et puis nous pourrons commencer à aménager la chambre de bébé, a ajouté Elodie, avançant d'un pas de canne dans l'allée avec une main sur son ventre légèrement arrondi, se voyant à peine à 4 mois de grossesse. J'ai déjà tant d'idées pour la décoration. C'est ma maison, ai-je dit, ma voix montant à chaque mot. Je l'ai achetée avec mon argent. Vous ne pouvez pas simplement décider de me faire déménager. Ne sois pas si égoïste, Sophie, m'a grondé ma mère. Ta sœur a besoin d'une maison convenable pour son bébé. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Il ne s'agit pas de ce dont j'ai besoin, ai-je rétorqué. Il s'agit de ce qui est à moi. J'ai travaillé dur pour cette maison. J'ai économisé pendant des années pendant qu'Elodie et Sébastien dépensaient de l'argent comme de l'eau. Leurs mauvaises décisions financières ne sont pas mon problème à résoudre. La famille est de la famille, a dit mon père sévèrement, comme si cela expliquait et justifiait tout. Elodie ferait la même chose pour toi. Non, elle ne le ferait pas, ai-je répondu. Et même si elle le ferait, cela ne vous donne pas le droit de prendre des décisions concernant ma maison sans mon consentement. Mes protestations sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Mon père a commencé à décharger des cartons du camion, et ma mère m'a dépassé en entrant dans la maison comme si elle possédait l'endroit. Elodie a suivi, parlant déjà de la couleur qu'elle voulait peindre, la chambre de bébé, ma chambre d'amis. Je me suis tenu dans mon propre allée, regardant avec incrédulité alors que ma famille envahissait ma maison, se préparant à emballer ma vie et à me reloger dans un joli studio que je n'avais jamais vu ni accepté. La trahison m'a profondément blessé, mais elle a aussi allumé quelque chose en moi, une détermination à tenir bon que je n'avais jamais ressenti aussi fortement auparavant. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Il s'agissait de respect, de limites et de mon droit à la vie que j'avais construite pour moi-même, et je n'allais laisser personne me l'enlever, pas même ma propre famille. J'ai suivi mes parents et Elodie dans ma maison. Mon choc se transformant rapidement en colère blanche et brûlante. À l'intérieur, ma mère ouvrait déjà les placards de cuisine, commentant quels plats je devrais prendre avec moi et quels pouvaient rester pour qu'Elodie les utilise. Mon père avait installé plusieurs cartons vides dans le salon et emballé mes photos encadrées dans du papier journal. Arrêtez, ai-je crié, ma voix résonnant dans la maison.
Arrêtez ça tout de suite. Vous n'avez pas le droit de toucher à mes affaires. Ne sois pas dramatique, Sophie, a dit ma mère d'un ton désinvolte. Nous t'aidons. Plus vite nous t'aurons déménagé, plus vite tout le monde pourra s'installer. Je ne déménage pas, ai-je déclaré aussi fermement que possible. C'est ma maison. Je n'ai pas accepté ce plan, et je veux que vous partiez tous. Non. Sébastien était entré dans la maison à ce moment-là, portant une sorte de catalogue de meubles de bébé. Il avait au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise avec la situation, planant près de la porte tandis que le reste de ma famille continuait leur invasion. Chérie, a dit mon père avec ce ton condescendant qu'il avait utilisé pendant toute mon enfance, nous avons déjà versé la compte pour le studio. C'est une très bonne affaire, et c'est beaucoup plus adapté à ton style de vie. Mon style de vie, ai-je répété avec incrédulité. Vous voulez dire mon style de vie en tant que cadre marketing réussi qui peut se permettre une maison de 3 chambres seule? Ce style de vie-là? Tu sais ce que nous voulons dire, a interjeté ma mère. Tu es célibataire. Tu fais de longues heures. Tu n'as guère besoin de tout cet espace. Élodie et Sébastien fondent une famille. Ils ont besoin d'une maison convenable. Alors ils devraient en acheter une, me suis-je exclamé, tout comme je l'ai fait. Élodie s'est avancée, sa main protectrice sur son petit ventre de bébé. Nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter en ce moment, Sophie. Pas avec Sébastien entre 2 emplois et le bébé qui arrive. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que nous avons besoin d'aide? Je comprends que vous ayez besoin d'aide, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous pensez que cela vous donne droit à ma maison. Une maison que j'ai économisée pendant des années pour acheter. Une maison pour laquelle je paie l'hypothèque. Une maison qui est légalement à moi. Parce que nous sommes de la famille, a dit ma mère comme si cela expliquait tout. Et dans cette famille, on s'entraide. S'entraider, j'ai ri amèrement. Quand m'avez-vous déjà aidé? Quand l'un de vous a-t-il jamais fait passer mes besoins en premier? J'ai payé mes études universitaires en travaillant pendant que vous avez payé les frais de scolarité complets d'Élodie. J'ai économisé pendant des années pour acheter cette maison pendant que vous avez offert à Élodie et Sébastien un mariage somptueux. Et maintenant vous voulez m'enlever la seule chose pour laquelle j'ai travaillé le plus dur? Ma mère a halté comme si je l'avais giflé. Comment osez-vous? Nous t'avons toujours soutenu. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit, des années de ressentiment refoulé se déversant enfin. Vous avez toujours favorisé Élodie. Toujours. Et maintenant vous essayez de prendre ma maison pour me la donner, tout comme vous lui avez donné tout le reste. Par la fenêtre d'entrée, je pouvais voir mes voisins d'en face regarder le remue-ménage. Les Fournier, un couple âgé qui avait toujours été gentil avec moi, se tenaient sur leur porche avec des expressions inquiètes. J'ai réalisé que ma famille et moi créions tout un spectacle. Mais j'étais au-delà de me soucier des apparences à ce stade. Nous ne prenons rien, a insisté mon père, bien que ses actions consistant à emballer mes affaires dans du papier journal contredisaient ses paroles. Nous aidons juste nos 2 filles. Élodie a besoin d'une maison. Et tu as besoin de réduire la taille. Je n'ai pas besoin de réduire la taille, ai-je rétorqué. J'aime ma maison. J'aime avoir un bureau où je peux travailler à domicile. J'aime avoir une chambre d'amis pour quand des amis viennent. J'aime mon jardin et ma cuisine et chaque chose de cet endroit, et c'est à moi. Pendant notre dispute, Sébastien avait été exceptionnellement silencieux, se traînant inconfortablement près de la porte. Maintenant, il a finalement pris la parole, bien que sa voix était hésitante. Peut-être que nous aurions dû en discuter d'abord avec Sophie. Ma mère lui a lancé un regard foudroyant. Ne t'y mets pas, toi aussi? C'est une affaire de famille. Oui, c'est une affaire de famille, ai-je convenu. Et dans une famille saine, vous auriez respecté mes limites et demandé mon avis au lieu de planifier tout ça derrière mon dos. Élodie a commencé à pleurer, de gros sanglots théâtraux qui avaient toujours fonctionné pour qu'elle obtienne ce qu'elle voulait par le passé. Je veux juste une belle maison pour mon bébé, a-t-elle gémi. Pourquoi es-tu si cruel? Je ne suis pas cruel, ai-je dit fermement. Je pose une limite. C'est ma maison, et je ne vais pas l'abandonner. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un endroit où vivre, je suis prête à vous aider à chercher. Je vous aiderai même avec un dépôt de garantie pour une location, mais vous n'emménagez pas ici, et je ne déménage certainement pas. Mon père avait continué à emballer pendant notre dispute, ignorant complètement mes objections. Maintenant,
Il a pris une boîte de mes livres et a commencé à la porter vers la porte. Pose ça, ai-je exigé, me mettant devant lui pour bloquer son chemin. Sophie, ne sois pas difficile, a-t-il dit. Nous t'avons trouvé un appartement parfaitement agréable. Tu es égoïste. Je suis égoïste, j'étais pratiquement en train de crier maintenant, pour vouloir garder ma propre maison. La maison que j'ai achetée avec mon propre argent, la maison qui a mon nom et seulement mon nom sur l'acte et l'hypothèque. Ma mère était passée à ma chambre où je pouvais entendre des tiroirs s'ouvrir et se fermer. Je me suis précipité à l'étage pour la trouver fouillant dans mes vêtements, les triant en pile sur mon lit. Sortez de ma chambre, ai-je ordonné. Ma patience complètement épuisée. Sortez de ma chambre. Sortez de ma maison. Vous tous, maintenant. Nous essayons de t'aider, a insisté ma mère, continuant à plier mes vêtements comme si je n'avais pas parlé. Je ne veux pas de votre aide, ai-je dit à travers des dents serrées. Je veux que vous respectiez ma décision et que vous quittiez ma maison. En bas, je pouvais entendre plus de mouvements. Regardant par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu mon père portant une autre boîte au camion de déménagement. Élodie était dans la cour indiquant des zones où elle prévoyait apparemment de planter son propre jardin tandis que Sébastien se tenait à côté, acquiesçant à tout ce qu'elle disait. C'était surréaliste. Malgré mon refus explicite, ma famille poursuivait son plan comme si mon opinion n'avait aucune importance, comme si ma propriété de la maison n'était qu'une technicalité qui pouvait être annulée par leur désir. J'ai pris une profonde respiration, essayant de me calmer suffisamment pour penser clairement. Raisonner avec eux ne fonctionnait clairement pas. Ils étaient si convaincus de leur bon droit, si habitués à donner la priorité aux besoins d'Élodie sur les miens, qu'ils ne pouvaient même pas voir à quel point leurs actions étaient mauvaises. Je t'ai trouvé le studio parfait près de ton bureau, a annoncé mon père quand je suis revenu en bas. C'est petit mais efficace. Tout ce dont tu as besoin est à distance de marche. Je ne veux pas de studio, ai-je dit pour ce qui semblait être la 100e fois. Je ne déménage pas, ne sois pas têtu, a grondé ma mère. L'appartement est déjà payé. Loyer du premier mois et dépôt de garantie. C'est fait. Vous avez payé un appartement sans même me demander? J'étais incrédule. Sans même me le montrer? Nous savions que tu l'aimerais, a dit mon père avec confiance. C'est un bel immeuble avec sécurité et une salle de sport. Je me fiche qu'il y ait des toilettes en or massif, ai-je claqué. Je ne déménage pas là-bas ni nulle part ailleurs. C'est ma maison et je reste ici. Pendant que nous discutions, plus de mes affaires étaient emballées et portées au camion. Ma famille me faisait littéralement déménager de ma propre maison contre ma volonté, agissant comme s'ils avaient tous les droits de le faire. La violation était à couper le souffle. La confrontation durait depuis plus d'1 heure, mes demandes répétées de les voir partir étant complètement ignorées. Il était clair qu'ils n'avaient aucune intention d'arrêter. Quoi que je dise, ils allaient continuer à emballer mes affaires, continuer à planifier mon déménagement, continuer à prendre le contrôle de ma maison jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur objectif. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne me restait qu'une option. J'ai sorti mon téléphone portable et marché vers un coin tranquille de ma cuisine. Mes mains tremblaient alors que je composais le 17. Police, quelle est votre urgence? La standardiste a répondu. J'ai pris une profonde respiration. J'ai besoin de l'assistance de la police. Ma famille essaie de me faire déménager de ma maison sans ma permission. Ils emballent mes affaires et refusent de partir quand on leur demande. Êtes-vous en danger immédiat? A demandé la standardiste. Non, je ne suis pas en danger physique, ai-je précisé. Mais ils essaient essentiellement de voler ma maison et mes possessions. Je leur ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter et de partir, mais ils m'ignorent. La standardiste a pris mes informations, nom, adresse, et une brève description de la situation. Elle m'a assuré que des agents seraient dépêchés à mon adresse sous peu et m'a conseillé d'éviter d'aggraver la confrontation en attendant leur arrivée. Quand je suis revenu au salon, ma mère a remarqué le téléphone dans ma main. Qui appelles-tu? A-t-elle demandé avec suspicion. La police, ai-je répondu honnêtement. Je vous ai demandé plusieurs fois de quitter ma maison et vous avez refusé. Vous êtes en infraction et tentez de retirer mes biens sans mon consentement. Il y a eu un moment de silence choqué. Puis tout le monde a commencé à parler en même temps. Tu as appelé la police pour ta propre famille, a haleté ma mère, sa main volant à sa poitrine comme si elle allait s'évanouir. Tu ne peux pas être sérieuse, a bafouillé mon père, son visage se tordant de colère. Élodie a de nouveau éclaté en larmes, plus fort cette fois. Comment peux-tu me faire ça?
Je suis enceinte. Même Sébastien a eu l'air alarmé. Sophie, réfléchis à ce que tu fais. J'y ai réfléchi, ai-je dit calmement, bien que mon cœur s'emballait. Vous ne m'avez laissé aucun choix. J'ai clairement fait savoir que je ne consentais à rien de tout ça, et vous m'avez ignoré. Ce que vous faites est mal, et c'est illégal. Nous sommes tes parents, a crié mon père. Nous essayons d'aider. Non, ce n'est pas ce que vous faites, ai-je répondu, me sentant étrangement calme maintenant que j'avais agi. Vous essayez de prendre quelque chose qui m'appartient et de le donner à Élodie. Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol. Ce n'est pas du vol quand c'est la famille, a insisté ma mère, bien qu'elle ait arrêté d'emballer et se tordait les mains nerveusement. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne, ai-je dit. Cette maison est légalement à moi. Seul mon nom figure sur l'acte et l'hypothèque. Vous n'avez aucun droit d'être ici si je vous demande de partir, et vous n'avez certainement aucun droit d'emballer mes affaires. Les 15 minutes suivantes ont été tendues. Mes parents se sont regroupés, murmurant furieusement. Élodie a continué à pleurer, me lançant occasionnellement des regards accusateurs comme si j'étais la méchante dans ce scénario. Sébastien a arpenté près de la fenêtre, manifestement mal à l'aise avec toute la situation. J'ai tenu bon, attendant. Un calme étrange s'était installé sur moi. Depuis des années, toute ma vie en fait, j'avais laissé ma famille me traiter comme moins importante qu'Élodie. J'avais accepté leur favoritisme, leur mépris de mes besoins et de mes réalisations, leur attente que je céderais toujours au désir de ma sœur. Mais pas cette fois. Cette fois, je me battais pour quelque chose qui m'appartenait de droit, quelque chose que j'avais gagné grâce à des années de travail acharné et de sacrifice. Finalement, nous avons entendu le bruit de portières de voitures se fermant dehors. Par la fenêtre, je pouvais voir 2 agents de police s'approchant de ma porte d'entrée. Je suis allé les laisser entrer. « Bonjour, madame », a dit la femme agent, son badge indiquait Bernard. Nous avons reçu un appel concernant une perturbation à cette adresse. Oui, j'ai appelé, ai-je confirmé. Ce sont mes parents, ma sœur et son mari. Ils se sont présentés aujourd'hui avec un camion de déménagement, prévoyant de me faire déménager de ma maison sans mon consentement. Je leur ai demandé à plusieurs reprises de partir, mais ils ont refusé. L'agent Bernard et son partenaire, l'agent Garnier, sont entrés dans mon salon, observant la scène, les cartons à moitié emballés, les expressions tendues de ma famille, le camion de déménagement visible par la fenêtre. « Est-ce votre résidence » a demandé l'agent Bernard. « Oui », ai-je confirmé. « Je suis la seule propriétaire. Je l'ai acheté il y a 3 ans, et je suis la seule sur l'acte et l'hypothèque. »« C'est vrai », a admis à contre-cœur mon père quand l'agent l'a regardé pour confirmation. « Mais nous sommes ses parents et nous essayons juste d'aider nos filles. » L'expression de l'agent Bernard est restée professionnelle mais sévère. « Monsieur, quelle que soit votre relation, vous ne pouvez pas faire déménager quelqu'un de sa propre maison sans son consentement. Si le propriétaire vous a demandé de partir, vous devez obtempérer. Mais nous avons déjà payé un appartement pour Sophie, a protesté ma mère. Et Élodie a besoin de cette maison pour son bébé. Madame, cela ne change pas la situation légale, a expliqué patiemment l'agent Garnier. Votre fille est propriétaire de cette maison. Elle seule peut décider qui y habite et ce qui arrive à ses biens. C'est ridicule, a marmonné mon père. Nous sommes de la famille. La police ne devrait pas s'immiscer dans les affaires de famille. Lorsque ces affaires de famille impliquent une potentielle violation de domicile et un retrait non autorisé de biens, alors oui, nous intervenons, a répondu fermement l'agent Bernard. Elle s'est tournée vers moi, voulez-vous porter plainte ? J'ai hésité. Aussi en colère et violé que je me sentais, je n'étais pas sûr de vouloir faire escalader la situation à ce niveau. Pas pour l'instant, ai-je dit finalement. Je veux juste qu'ils partent et qu'ils emportent le camion de déménagement avec eux. L'agent Bernard a hoché la tête. Dans ce cas, je dois vous demander à tous de quitter les lieux immédiatement, a-t-elle dit à ma famille. Tout article qui a déjà été déplacé vers le camion doit être retourné à la maison. C'est scandaleux, a bafouillé ma mère. Nous sommes ses parents et c'est sa maison. L'agent Garnier a simplement répondu, être parent ne vous donne pas le droit de passer outre les lois sur la propriété. Élodie, qui avait pleuré silencieusement pendant tout l'échange, s'est soudain avancée. Tu choisis une maison plutôt que ta propre sœur, a-t-elle exigé, sa voix perçante. Plutôt que ta nièce ou ton neveu. Comment peux-tu être si sans cœur ? J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée,
et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais entièrement reconnu auparavant, une personne à qui on avait appris toute sa vie que ses besoins et ses désirs passaient avant ceux de tout le monde. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de colère et de pitié. Je ne choisis pas une maison plutôt que toi, Élodie, ai-je dit calmement. Je me choisis moi-même. Je choisis de valoriser mon propre travail acharné et de défendre ce qui m'appartient de droit. Il y a beaucoup d'autres solutions à votre problème de logement qui n'impliquent pas de me prendre ma maison. Mais ce serait tellement plus facile comme ça, a-t-elle insisté, ne comprenant sincèrement pas pourquoi je refusais. Plus facile pour toi, ai-je fait remarquer. Pas pour moi. L'agent a supervisé pendant que mes parents rendaient à contre-cœur les cartons qu'ils avaient déjà chargés sur le camion. Mon père bouillonnait de rage, contenant à peine sa colère alors qu'il ramenait chaque carton dans la maison. Ma mère alternait entre les larmes et les soufflements indignés. Élodie a refusé d'aider, assise sur mon canapé avec ses bras croisés sur son ventre de bébé, l'image de l'innocence blessée. Alors qu'il se préparait à partir, ma mère s'est tournée vers moi avec un regard de profonde déception. « Je n'aurais jamais cru que tu ferais quelque chose comme ça, a-t-elle dit. Appeler la police pour ta propre famille. Quel genre de personne fait ça? Le genre qui se respecte suffisamment pour poser des limites, ai-je répondu. Je suis désolé que ça en soit arrivé là, mais vous ne m'avez laissé aucun choix. Il y a toujours des choix, a dit mon père froidement, et tu as fait ton choix très clairement aujourd'hui, avec ce coup de grâce. Finalement, ils sont partis. Le camion de déménagement est sorti de mon allée, suivi par le SUV de Sébastien avec Élodie à l'intérieur. Aucun d'eux ne regardant en arrière. Les agents ont attendu qu'ils soient partis avant de s'adresser de nouveau à moi. Ça va aller, a demandé l'agent Bernard, sa deméanor professionnelle s'adoucissant légèrement. Oui, ai-je dit, bien que je n'étais pas entièrement sûr que ce soit vrai. Merci de votre aide. Vous voudrez peut-être envisager de changer vos serrures, a suggéré l'agent Garnier, juste par précaution. Après leur départ, je me suis tenu seul dans mon salon, entouré de cartons à moitié emballés et des suites de la confrontation. La maison semblait étrangement silencieuse après le chaos des dernières heures. J'aurais dû me sentir soulagé qu'ils soient partis, que j'ai défendu avec succès ma maison. Au lieu de cela, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, vindication, oui, mais aussi tristesse, colère, et un profond sentiment de perte. Pas pour la première fois, je me suis demandé pourquoi ma famille ne pouvait pas aimer ces deux filles également. Pourquoi les besoins d'Élodie devaient toujours se faire à mes dépens. Pourquoi ils ne pouvaient pas être fiers de ce que j'avais accompli au lieu de voir ma réussite comme une ressource à exploiter au profit de ma sœur. Mais pour la première fois, je me suis défendu d'une manière qu'ils ne pouvaient ignorer ni rejeter. J'avais tracé une ligne et l'avais appliquée même quand c'était douloureux de le faire. Et malgré le tumulte émotionnel que je ressentais, il y avait une petite étincelle de fierté dans cet accomplissement. J'ai commencé à déballer les cartons, réclamant mes possessions et mon espace. C'était ma maison, la mienne, et j'avais combattu pour ça. Les heures immédiates après le départ de ma famille ont été surréelles. Je me suis déplacé dans ma maison dans un état second, remettant les articles qu'ils avaient emballés, effaçant la preuve de leur tentative de prise de contrôle. Avec chaque livre remis sur son étagère, chaque photo encadrée remise au mur, j'ai réclamé mon espace peu à peu. Quand tout était de nouveau en ordre, je me suis affaissé sur mon canapé, épuisé émotionnellement. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Le silence semblait souligner l'énormité de ce qui venait de se passer, la ligne irréversible que j'avais franchie en appelant la police pour ma propre famille. J'ai suivi le conseil de l'agent Garnier et appelé un serrurier qui est arrivé dans l'heure pour changer toutes les serrures. C'était une dépense que je n'avais pas prévue, mais la tranquillité d'esprit en valait la peine. Pendant que le serrurier travaillait, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à la façon dont on en était arrivé là, avoir besoin de littéralement enfermer ma famille hors de ma maison. Une fois de nouveau seul, le barrage émotionnel a cédé. Je me suis blotti sur mon canapé et j'ai sangloté pour la famille que j'aurais aimé avoir, pour les années de traitement inégal, pour la trahison choquante que je venais de vivre, et pour l'avenir incertain de mes relations familiales. C'était une purge de chagrin et de colère qui me laissait vide, mais en quelque sorte plus clair. Les suites ont été rapides et étendues. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages textés et des appels presque immédiatement. Mes parents n'ont pas perdu de temps à partager leur version des événements avec la famille élargie. Une version qui me dépeignait comme la méchante qui avait appelé la police pour ma sœur enceinte et mes parents âgés sans raison. Tante Odile, comment peux-tu être si cruel envers ta sœur dans son état? Oncle Philippe,
Tes parents t'ont mieux élevé que ça. Cousine Émilie, je n'arrive pas à croire que tu choisirais une maison plutôt que la famille. Message après message défilait, chacun plus accusateur que le précédent. Aucun d'eux n'a demandé ma version de l'histoire. Aucun d'eux n'a remis en question pourquoi mes parents s'étaient présentés avec un camion de déménagement en premier lieu. À leurs yeux, j'étais clairement celle qui était en faute. J'ai éteint mon téléphone, incapable de faire face au barrage de jugement. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir qu'Élodie avait rendu le conflit public. Elle avait publié un récit long et larmoyant sur les médias sociaux sur la façon dont sa sœur sans cœur avait appelé la police pour une femme enceinte et refusé à son enfant innocent à naître une maison convenable. La publication recueillait des centaines de commentaires et de partages sympathiques. Je me suis senti mal en le lisant, voyant avec quelle habileté elle avait tordu le récit. Il n'y avait pas de mention du camion de déménagement, pas de reconnaissance qu'ils avaient essayé de me forcer à quitter ma propre maison. Dans sa version, je refusais simplement de partager mon espace supplémentaire avec ma sœur en difficulté par pur égoïsme. Les commentaires étaient pires. Quel genre de monstre appelle la police pour sa sœur enceinte? La famille devrait toujours passer en premier. Certaines personnes sont juste trop égoïstes pour comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. J'ai fermé l'application, mes mains tremblant de colère et de blessures. L'humiliation publique était un nouveau seuil de bassesse, même pour Élodie. Au milieu du flot de condamnation, il y a eu quelques voix de soutien. Claire m'a appelé dès qu'elle a vu la publication d'Élodie. C'est absolument insensé, a-t-elle fulminé. Ils ont littéralement essayé de voler ta maison et d'une manière ou d'une autre, tu es la méchante. J'arrive. 1 heure plus tard, Claire est arrivée avec un autre ami, Raphaël, qui faisait partie de notre groupe d'amis depuis l'université. Ils ont apporté de la nourriture, du vin, et surtout, un soutien indéfectible. J'ai déjà commenté la publication d'Élodie avec ce qui s'est réellement passé, m'a informé Raphaël. Ça ne changera probablement pas beaucoup d'avis, mais au moins la vérité est connue. Tu ne devrais pas avoir à te défendre du tout, a insisté Claire. Ce qu'ils ont fait était tellement au-delà de l'acceptable que je n'arrive même pas à comprendre. Leur présence a été un baume pour mes émotions à vif. Pour la première fois depuis la confrontation, je me suis senti moins seul, moins comme si je perdais la tête pour penser que les actions de ma famille étaient mauvaises. Je n'arrive pas à croire qu'ils s'attendaient vraiment à ce que tu déménages dans un studio pour qu'Élodie puisse avoir ta maison, a dit Raphaël, secouant la tête d'incrédulité. Qui fait ça? Ma famille, apparemment, ai-je répondu avec un rire amer. Ils ont toujours favorisé Élodie, mais c'était d'un niveau supérieur, même pour eux. Tu as fait la bonne chose en appelant la police, m'a assuré Claire. Ils ne t'ont laissé aucun choix. Le soutien de mes amis a renforcé ma résolution, mais la situation a continué à s'aggraver. Le lendemain, j'ai reçu un courriel de l'adresse courriel de mes parents, mais clairement écrit par mon père, qui était comptable. Il contenait une liste détaillée de chaque dépense qu'ils affirmaient avoir engagée en mon nom, des frais d'hôpital pour ta naissance à l'argent pour l'essence pour te conduire à l'université. Le courriel se terminait par « Puisque tu as clairement fait savoir que les obligations familiales ne signifient rien pour toi, nous attendons le remboursement des montants ci-dessus. » J'ai regardé le courriel avec incrédulité. Il me facturait le fait d'être né et élevé. C'était si absurde que ça aurait été risible si ce n'était pas si blessant. Le harcèlement ne s'est pas arrêté là. Mes parents ont commencé à appeler mon lieu de travail, essayant de me joindre quand je ne répondais pas à leurs appels sur mon téléphone personnel. Ma patronne Valérie m'a appelé dans son bureau après le 3e appel de ce genre. « Sophie, est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé, la préoccupation évidente dans sa voix. « Tes parents semblent très contrariés par quelque chose. » Je me suis senti mortifié que mon drame familial ait débordé dans ma vie professionnelle. « Je suis tellement désolé qu'il vous ait dérangé, » ai-je dit. « Nous avons un désaccord personnel et il ne respecte pas mes limites. » Valérie était compréhensive, mais je pouvais voir qu'elle était inquiète de la perturbation potentielle. J'ai pris la difficile décision de prendre une semaine de congé d'urgence pour gérer la situation et protéger ma réputation professionnelle. Pendant cette semaine, après avoir consulté Claire, qui avait un cousin qui était avocat, j'ai pris la douloureuse mesure d'envoyer une lettre de mise en demeure de cesser et de s'abstenir à mes parents et Élodie. La lettre, rédigée par le cousin de Claire, Benoît, demandait formellement qu'il cesse de contacter mon lieu de travail, cesse de faire des publications diffamatoires à mon sujet sur les médias sociaux et s'abstienne de venir chez moi sans invitation explicite.
Vous n'avez pas besoin d'une ordonnance restrictive à ce stade, a conseillé Benoît quand nous nous sommes rencontrés pour discuter de la situation. Mais la lettre de mise en demeure établit une trace écrite si les choses s'aggravent davantage. Elle montre que vous leur avez formellement demandé d'arrêter le harcèlement. Envoyer cette lettre a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Je me suis senti comme le dernier clou dans le cercueil de ma relation avec ma famille, mais c'était aussi nécessaire pour mon propre bien-être et ma sécurité. La lettre a eu l'effet désiré de réduire le harcèlement immédiat, mais elle a aussi approfondi la fissure. Mes parents ont répondu par l'intermédiaire de leur propre avocat, maintenant qu'ils n'avaient rien fait de mal et que c'était moi qui étais déraisonnable. Les publications d'Élodie sur les médias sociaux sont devenues plus voilées dans leur référence à moi, mais les dommages à ma réputation parmi notre famille élargie et nos connaissances communes étaient déjà faits. Au fil des semaines, j'ai commencé le processus de guérison de la trahison. J'ai commencé à voir un thérapeute, le docteur Marchand, qui était spécialisé dans le traumatisme familial et l'établissement de limites. Nos séances m'ont aidé à comprendre les schémas dysfonctionnels qui avaient défini mes relations familiales pendant des années. Ce que vous décrivez est une dynamique classique enfant modèle bouc émissaire, a expliqué le docteur Marchand pendant une séance. Votre sœur était désignée comme l'enfant modèle qui ne pouvait rien faire de mal tandis que l'on s'attendait à ce que vous soyez autonome et que vous vous sacrifiez pour son bien. Mais pourquoi, ai-je posé la question qui m'avait hanté toute ma vie. Pourquoi ne pouvait-il pas nous aimer toutes les deux également? C'est une question complexe, a-t-elle répondu pensivement. Parfois, c'est parce qu'un enfant rappelle à un parent lui-même ou quelqu'un qu'ils aiment ou détestent. Parfois, c'est parce que la personnalité ou les besoins d'un enfant correspondent mieux à ce que le parent est à l'aise de fournir. Mais quelle que soit la raison, il ne s'agissait jamais de votre valeur en tant que personne ou fille. Il s'agissait de leurs limites, pas des vôtres. Ces mots ont été une révélation pour moi. Pour la première fois, j'ai commencé à voir que le traitement inégal n'était pas parce qu'Élodie était en quelque sorte meilleure ou plus aimable que moi. C'était à cause de dynamiques qui avaient été mises en place bien avant que l'une ou l'autre d'entre nous soit assez âgée pour les comprendre ou les influencer. Le travail est devenu un sanctuaire pendant cette période difficile. Je me suis lancé dans de nouveaux projets, trouvant du réconfort dans la reconnaissance et le respect que je recevais dans ma vie professionnelle. Mes collègues valorisaient mes contributions, appréciaient mon expertise et me traitaient comme une égale, toute chose que je n'avais jamais constamment vécue dans ma famille. Un résultat inattendu de toute cette épreuve a été le renforcement de ma famille choisie, les amis qui m'avaient soutenu sans poser de questions. Claire et Raphaël, ainsi que quelques autres amis proches, sont devenus mon système de soutien. Nous avions des réunions hebdomadaires pour dîner, nous aidions mutuellement avec des projets de maison, célébrions des réalisations et offrions des épaules sur lesquelles pleurer au besoin. Tu sais, ta maison est devenue le lieu de rassemblement pour nous tous, a observé Raphaël pendant un tel rassemblement alors que nous nous étions assis autour de ma table à manger partageant un repas. Famille choisie, a convenu Claire, levant son verre et portant un toast. Les gens qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Ce concept, la famille choisie, est devenu de plus en plus important pour moi alors que je naviguais ma nouvelle réalité. J'ai peut-être perdu la famille dans laquelle je suis né, du moins de la manière dont j'avais toujours espéré que nous pourrions être. Mais je construisais quelque chose de peut-être plus précieux, des relations basées sur le respect mutuel, une attention sincère et un soutien inconditionnel. 3 mois après la confrontation, j'ai reçu un message texte de Sébastien, le mari de ma sœur. C'était la première communication directe que j'avais eue d'un membre de ma famille depuis la lettre de mise en demeure. Sophie, je veux m'excuser pour ma part dans ce qui s'est passé. Je savais que ce n'était pas bien, mais je n'ai pas assez parlé. Élodie a eu le bébé hier, une fille, Camille. Je comprends si tu ne veux aucun contact, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. J'ai regardé le message pendant longtemps, des émotions conflictuelles tourbillonnant en moi. J'avais une nièce maintenant, une petite personne innocente qui n'avait rien à voir avec la rupture entre moi et ses parents. Après mûre réflexion, j'ai répondu « Merci de m'avoir fait savoir et pour les excuses. Félicitations pour votre fille. J'ai besoin de temps, mais je ne veux pas fermer la porte pour toujours. » Ce n'était pas du pardon, pas encore. Mais c'était une reconnaissance que la vie continuerait, que les relations pourraient évoluer et changer, et que peut-être qu'un jour il pourrait y avoir guérison, même si les choses ne seraient jamais les mêmes. La route devant moi était incertaine, mais pour la première fois de ma vie, je la parcourais selon mes propres termes, mes limites intactes et mon estime de soi ne dépendant plus de la validation de ma famille. C'était à la fois terrifiant et libérateur.
Un nouveau chapitre dans une histoire qui était enfin vraiment la mienne à écrire. 6 mois se sont écoulés depuis le jour où mes parents se sont présentés avec un camion de déménagement pour me reloger de ma propre maison. 6 mois de reconstruction, de réflexion et de reprise de ma vie selon mes propres termes. Le chemin n'a pas été facile, mais il a été transformateur d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Les suites immédiates ont été les plus difficiles. Il y a eu des jours où j'ai tout remis en question. Si j'avais réagi de manière excessive, si j'aurais dû simplement céder pour maintenir la paix, si le coût de me défendre était trop élevé. Le docteur Marchand, ma thérapeute, m'a aidé à surmonter ces doutes. Sophie, que dirais-tu à une amie qui a vécu ce que tu as vécu, a-t-elle demandé pendant une séance particulièrement difficile où je remettais en question mes décisions. Je lui dirais qu'elle avait tout à fait le droit de protéger sa maison et de poser des limites, ai-je admis. Alors pourquoi ne mérites-tu pas la même compassion que tu montrerais à une amie? Cette question m'a touché en plein cœur. Tout au long de ma vie, j'avais été conditionné à faire passer mes besoins en dernier, surtout quand ils étaient en conflit avec ceux d'Élodie. Rompre ce schéma ne concernait pas seulement un incident avec un camion de déménagement. Il s'agissait de reconnaître ma valeur intrinsèque et mon droit à une considération égale. Les retombées professionnelles ont été plus faciles à gérer que je ne l'avais craint. Après ma semaine de congé d'urgence, je suis retourné au travail avec des limites établies. Ma patronne Valérie m'a soutenu une fois que j'ai expliqué la situation. Les dynamiques familiales peuvent être compliquées, a-t-elle dit avec compréhension. Mais ton travail a toujours été exceptionnel, et c'est ce qui compte ici. 3 mois après l'incident, on m'a offert une promotion au poste de directrice de création, un poste pour lequel je travaillais depuis des années. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que ma relation familiale était en lambeaux, ma carrière était florissante. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative que j'ai utilisée en partie pour augmenter mon épargne et en partie pour apporter quelques améliorations longtemps désirées à ma maison. Ma maison, l'espace physique qui était devenu le champ de bataille de mon indépendance, a pris une nouvelle signification dans le processus de guérison. J'ai repeint chaque pièce, choisissant des couleurs qui reflétaient ma personnalité plutôt que de jouer la sécurité avec des tons neutres. J'ai remplacé les meubles de la chambre d'amis, exorcisant le souvenir d'Élodie prévoyant d'en faire une chambre de bébé. J'ai planté un jardin dans la cour arrière, favorisant une nouvelle croissance au sens littéral et métaphorique. Chaque changement était un acte de réappropriation, une déclaration que cet espace était le mien, un reflet de mon identité et de mes choix. Ce qui n'avait été qu'une maison, bien que j'étais fier de l'avoir gagnée, est devenu un véritable sanctuaire, une manifestation physique de mes limites et de mon respect de soi. La relation avec ma famille élargie est restée compliquée. Certains parents, en particulier du côté de ma mère, ont continué à me voir comme la méchante dans l'histoire. D'autres, après avoir entendu les deux versions, ont adopté une position plus neutre. Le frère de mon père, l'oncle Philippe, m'a surprise en me contactant environ 3 mois après l'incident. « Je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait », a-t-il dit pendant notre appel téléphonique. Ton père et moi avons grandi avec des parents qui l'ont toujours favorisé. Je sais à quel point ça fait mal, et je suis désolé que tu vives le même schéma. Cette conversation a été guérissante d'une manière que je n'avais pas attendue. La reconnaissance de l'oncle Philippe que le favoritisme était réel, pas seulement ma perception, a validé des sentiments que j'avais portés depuis l'enfance. Elle m'a aussi aidé à comprendre que le schéma remontait à des générations. Mon père avait été l'enfant modèle dans sa famille, tout comme Élodie l'était dans la nôtre. Quant à ma famille proche, la relation est restée tendue, mais évoluait lentement. Sébastien a continué d'envoyer des nouvelles occasionnelles de bébé Camille, toujours respectueux de mes limites et ne poussant jamais à la réconciliation avant que je sois prête. Mes parents ont gardé leur distance, bien que ma mère ait envoyé une carte d'anniversaire avec une brève note un peu forcée. Élodie est restée la plus distante, son orgueil apparemment toujours blessé par mon refus de sacrifier ma maison pour son bien. J'ai finalement rencontré ma nièce, Camille. Quand elle avait 4 mois, Sébastien l'a amenée à un endroit neutre, un parc près de chez moi, pour une brève introduction, un peu gênante, mais finalement significative. Tenant cette petite personne innocente, j'ai senti un mélange complexe d'émotions, l'amour certainement, mais aussi la détermination qu'elle grandirait en voyant sa tante comme une personne entière avec des besoins et des limites valides, pas seulement une ressource à exploiter. Elle a tes yeux, a fait remarquer Sébastien tandis que je berçais Camille. Pauvre gamine, ai-je plaisanté, et nous avons partagé un rire sincère. Peut-être le premier pas vers un nouveau genre de relation. Les changements les plus profonds,
cependant, sont venus dans ma croissance personnelle et le renforcement de ma famille choisie. Les amis qui m'avaient soutenu à travers la crise sont devenus encore plus importants dans ma vie. Claire, Raphaël et moi avons commencé une tradition de brunch du dimanche chez moi, souvent rejoints par d'autres amis qui avaient besoin de communauté et de soutien. Tu sais, ta maison est devenue le lieu de rassemblement pour nous tous, a observé Raphaël pendant un tel brunch. Ironique vu tout ce qui est arrivé. Peut-être que c'est en partie la raison pour laquelle c'est arrivé, a suggéré Claire pensivement. Cette maison a toujours été destinée à être remplie d'amour et de rire, juste pas de la manière dont tes parents l'avaient envisagé. Elle avait raison. Ma maison était devenue un centre pour une famille que nous avions créée nous-mêmes. Des gens qui ont choisi d'être dans la vie les uns des autres, qui respectaient les limites des uns et des autres, qui célébraient les succès des uns et des autres sans jalousie ni condition. Environ 4 mois après l'incident du camion de déménagement, j'ai rencontré Olivier lors d'un événement caritatif organisé par mon entreprise. C'était un graphiste dont j'avais admiré le travail de loin pendant des années. Notre connexion a été immédiate et facile, manquant le drame que j'avais fini par associer aux relations après avoir observé la dynamique de ma famille pendant si longtemps. Quand je lui ai finalement raconté ce qui s'était passé avec ma famille, j'étais nerveuse quant à sa réaction. Penserait-il que j'avais réagi de manière excessive ? Verrait-il cela comme un signal d'alarme que j'avais des relations familiales si compliquées ? Ils ont essayé de te faire déménager de ta propre maison, a-t-il répété, ses yeux grands ouverts d'incrédulité, puis se sont énervés quand tu as objecté. C'est insensé, Sophie. Tu as absolument fait la bonne chose. Son soutien sans hésitation a été rafraîchissant et guérissant. Alors que notre relation se développait, j'ai apprécié la façon dont il respectait mes limites, ne poussant jamais à la réconciliation familiale avant que je sois prête et comprenait quand certains sujets ou situations déclenchaient de vieilles blessures. Les relations saines sont construites sur le respect mutuel, m'a-t-il dit une fois après que je l'ai remercié pour sa patience avec mes problèmes familiaux. Ce n'est pas compliqué, bien que tant de gens rendent ça compliqué. Grâce à la thérapie, aux relations de soutien et à une honnête autoréflexion, je suis progressivement arrivé à comprendre que ce qui s'était passé avec ma famille ne concernait pas seulement une maison ou un camion de déménagement. C'était une vie entière de schémas, les besoins d'Élodie passant toujours en premier, mes réalisations étant diminuées ou exploitées, les limites étant ignorées. L'incident, aussi douloureux soit-il, avait forcé ces schémas à la lumière où ils ne pouvaient plus être niés ou rationalisés. Il avait été le catalyseur pour un changement nécessaire, pour établir des limites qui auraient dû être établies il y a longtemps. Le docteur Marchand m'a aidé à voir que bien que je ne pouvais pas contrôler le comportement ou les choix de ma famille, je pouvais contrôler ma réponse à ceux-ci. Je pouvais choisir de maintenir mes limites sans culpabilité. Je pouvais décider quel genre de relation je voulais à l'avenir, si tant est qu'il y en ait une. Je pouvais définir la famille selon mes propres termes. La réalisation la plus puissante en thérapie familiale, m'a-t-elle dit, est qu'en tant qu'adulte, nous pouvons choisir la nature de nos relations familiales. Nous ne sommes plus des enfants impuissants qui doivent accepter n'importe quel traitement qu'on leur donne. Cette réalisation a été libératrice. Je n'étais pas obligé de maintenir des relations toxiques simplement à cause des liens du sang. Je n'étais pas tenu de sacrifier mon bien-être sur l'autel de l'harmonie familiale. Je pouvais aimer ma famille tout en me protégeant de leurs comportements nuisibles. Aujourd'hui, 6 mois après l'incident du camion de déménagement, ma vie est très différente qu'auparavant. Mes relations sont plus saines, construites sur le respect mutuel plutôt que l'obligation. Ma maison est vraiment mon sanctuaire, rempli de couleurs et d'objets qui m'apportent de la joie. Ma carrière continue de fleurir, alimentée par la confiance qui vient de se défendre et de découvrir sa propre force. Ma relation avec ma famille évolue toujours. Il y a eu des pas hésitants vers la réconciliation, principalement par l'intermédiaire de Sébastien et de bébé Camille. Mes parents et moi échangeons des messages textes occasionnels, plus civils que chaleureux, mais pas hostiles. Élodie et moi restons distantes, bien que je garde l'espoir que le temps et la maturité pourraient éventuellement guérir cette blessure particulière. Ce que j'ai appris à travers ce cheminement, c'est que la vraie famille, qu'elle soit liée par le sang ou par choix, soutient votre croissance plutôt que de l'étouffer, célèbre vos réalisations plutôt que de les exploiter et respecte vos limites plutôt que de les piétiner. J'ai appris que se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations authentiques construites sur le respect mutuel. Le plus important, j'ai appris que la maison n'est pas seulement un espace physique avec votre nom sur l'acte. C'est un lieu où vous êtes valorisé, respecté et libre d'être votre moi authentique. Ma maison est toujours la mienne, mais maintenant c'est vraiment une maison dans tous les sens du terme.
Alors, si vous regardez ceci et que vous avez du mal avec les limites familiales, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez qu'il est normal de vous protéger, de poser des limites, d'attendre du respect. Sachez que parfois les choix les plus difficiles mènent à la croissance la plus nécessaire. Et sachez que la famille, la vraie famille devrait vous élever, pas vous démolir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cela a résonné en vous de quelque manière que ce soit, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de guérison et de croissance. Laissez un commentaire partageant vos propres expériences avec les limites familiales. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment. N'oubliez pas, nous sommes tous dans ce voyage ensemble. Et en partageant nos histoires, nous nous aidons mutuellement à trouver le courage d'écrire de nouveaux chapitres.